compétition qui, aujourd'hui, se lâchera lousse. Oui. On se permet. Oui, tout à fait. Ouais. Ben, Jean-Michel, j'ai remarqué l'année dernière, avec les dernières émissions que l'on avait fait, que cette émission est en train de prendre ses sentiers naturels sur un détail. Ça devient une émission de plus en plus philosophique, de plus en plus contemplative. Oui, le cinéma devient un outil de réflexion et de philosophie ici. Je me demande bien, oui, c'est vrai, ça fait plein de sens. Je pense que ce serait tout à fait notre devoir, notre dessein, que d'épouser complètement ces paramètres pour l'émission. On fait ça pour vous et pour nous, là. Enfin, on s'assume et on y va. Alors, qu'est-ce qu'on va faire au 7e Antiquaire à partir de maintenant? Pour les nouveaux auditeurs, ben oui, il va falloir qu'on leur explique ça. On va couvrir à chaque semaine, durant une heure excessivement pertinente, une critique, un commentaire, une réflexion, une évocation d'un film. Et ce sera toujours un film qui date de voilà 20 ans. Pourquoi voilà 20 ans, espèce de passiste que nous sommes? Pour la simple et unique raison que nous avons une position extrêmement agressive en ce qui concerne le cinéma contemporain, et ce n'est pas parce qu'on est des vieilles barbes chialeuses, parce qu'on le regarde quand même. Ah oui, moi j'ai écouté Next. Oui, tout à fait. Et 30 minutes de Nitro. Déjà vu, et c'est l'impression unilatérale que ça m'a donné. Ouais, et c'est avec des observations comme ça qu'on va compléter cette émission. Qui se voudra une émission philosophique, sociologique, une émission de réflexion sur ce que l'outil cinéma fournit à l'esprit humain. Exactement. Une émission de cuisine sans alimentation. Une belle tomate. Ça y est. Pas besoin de recette, juste une belle tomate. Bon, anyway, excusez le mot amérindien. On va déroger un peu de notre règle habituelle, n'est-ce pas? Déroger? Oui, déroger. C'est comme anti-Roger, ça, là. OK. Dérogeons le Roger. Donc, nous allons contourner notre règle habituelle. Non, cette semaine, nous ne couvrirons pas un film de voilà 20 ans. Nous allons faire une espèce de rétrospective, une espèce de réflexion sur ce que 2007 nous a offert en type de cinéma. Mais moi, si tu me permets, je vais être très psychoanalytique dans mon approche. Je veux psychanalyser la civilisation américaine dans ce qu'elle a fait de production cinématographique cette année. Absolument. On va y aller. Eros et civilisation. On va faire des Herbert Marcuse de nous-mêmes, n'est-ce pas? C'est beau, lui. Bon. Ouais. Mais non, vous allez voir, ça va être vraiment génial. Faites-nous confiance. Ça va très, très bien se passer. Pour les nouveaux et pour les vieux auditeurs, vous allez voir, comme du beurre, 21. Comme du beurre dans Marlon Brando. Donc, allons-y. 2007. 2007. Bon. Est-ce que tu es d'accord avec moi, Jean-Michel, mais pour moi, 2007 est une année de cul. Ouais, moi, c'est une des pires années de cinéma de toute l'histoire de l'humanité. C'est malheureux. De toute l'histoire. Oui, non, c'est terrible. Mais je me suis beaucoup penché à la question. Je me suis beaucoup préparé avant cette émission-là. J'ai réfléchi et je suis venu à la constatation unilatérale qu'il y a quelque chose de très, très grave qui se passe actuellement dans le cinéma. Et, je tiens à dire, les gens vont trouver, je veux dire, somme toute, ces deux imbéciles ne couvrent pas le cinéma d'auteur, le cinéma étranger, le cinéma serbo-croate. Alors, non, pas particulièrement. On ne couvrira pas cette production cinématographique-là pour l'année de 2007 que nous critiquons pour la simple et unique raison que ce cinéma est écouté par une marge relativement petite de gens. Et que souvent, c'est un cinéma de qualité parce qu'il s'adresse à un public très restreint. Donc, de toute façon, la production française cette année a été médiocre et été minuscule. La cinématographie asiatique, et là, je parle unilatéralement de la Corée, pourtant qui se porte super bien depuis 10 ans. Je parle du Japon, je parle de la Chine, mais plus particulièrement de Hong Kong. Je parle aussi de la Thaïlande. Une production qui était très faible cette année. La programmation de Fantasia l'a un peu prouvé. Ils ont eu beaucoup de difficultés à trouver des films asiatiques comparativement aux années précédentes. De toute façon, c'est une année extrêmement sombre et funeste. Oui, en fait. Donc, c'est mieux, si tu me permets, Jean-Michel, parce que moi, t'as interrompu à nouveau. Non, c'est moi. Mais je pense que c'est dans le cinéma populaire, dans le cinéma à grand public et dans l'analyse de ce cinéma, dans l'observation de ce cinéma-là, qu'on arrive à déterminer, ailleurs je pense que c'est souvent la plupart du temps le cas, c'est là qu'on arrive à savoir c'est quoi les motivations profondes, c'est quoi les problèmes de société qui se sont agités dans une année. Non, oui, c'est pas avec 4 mois, 3 semaines et 2 jours qu'on comprend le pouls de l'univers. Là. Non, exactement. Malgré que ça devrait être un film extraordinaire. Oui, non, tout à fait. Il y a eu des films indépendants extraordinaires, mais ce sont des films qui sont petits et qui ont obtenu un public restreint comme toujours, encore plus restreint. Même au Québec, la production cette année, bien qu'elle ait été plus diversifiée que l'année dernière, le film d'auteur cette année, on va s'entendre, ça n'a pas fonctionné du tout. Hein. Il y a eu Nitro, sacrament. Ouais, puis ça. Nitro.
est injuste. Est injuste, cette vie-là. Déjà des lignes cultes. Oh, ouais, moi, je l'aime énormément. Mais tout de suite, on va vous enlever ça du chemin si ça vous tente de regarder. Si vous voulez aller et consulter qu'est-ce qui s'est passé en 2007, c'est No Country for Old Men, Eastern Promises, Juno, 4 mois, 3 semaines et 2 jours, et I'm Not There. C'est à peu près tout. I'm Not There. Et étrangement, ce qui a terminé l'année aux États-Unis, et je trouve ça très emblématique, c'est le film que nous, on n'a pas encore reçu ici de P.T. Anderson. Ça fait 8 ans que j'attends ce film-là. J'ai des blue balls de cinéphile en pensant à ce film-là. C'est le fameux There Will Be Blood. Avec Daniel Day-Lewis. Nous le recevons cette semaine. Il est sorti le 25 décembre aux États-Unis. C'est brillant d'avoir fait sortir un film totalement misanthrope le 25 décembre. Je trouve ça vraiment brillant. Et en quelque part, tu as tout à fait raison. Il y a comme entre Eastern Promises, le dernier film de Cronenberg, I'm Not There, le film de Todd Haynes, et No Country for Old Men, le dernier film des frères Cohen. Ça a été, c'est essentiellement les jeunes auteurs. Maintenant, bon, on va s'entendre, les frères Cohen, ce ne sont pas des jeunes auteurs, mais ce sont des auteurs qui ont pris la place cette année. On pourrait aussi, même si le film n'a pas eu un gros succès, parler de Darjeeling Limited, qui est un film d'auteur à proprement parler. C'est un film qui est écrit, réalisé, produit par son réalisateur. Et de toute façon, puisqu'on couvre ce sujet-là, j'ai remarqué cette année, en faisant une recherche échevelée, Jean-Michel, sur le sujet, qu'il n'y a, on sait, il y a eu une grève de scénaristes cette année. Ça paraît. Parce qu'il n'y a pas eu de scénario originaux cette année. En fait, il n'y en a pas eu. Il n'y en a pratiquement eu aucun. C'est intéressant que ce que tu dis, mais ça peut pas être la grève des scénaristes. Non, tu as tout à fait raison. Ça va le causer pour nos premiers mois 2008. Essaye d'imaginer, si la grève actuellement a nullement affecté le travail des scénaristes, c'est une année famélique. C'est une année ridicule. Il y a pas eu de scénario. Il y a pratiquement eu aucun scénario originaux. Cette année, ça a été le règne unilatéral, first, du remake. Deuxièmement, de l'adaptation de romans. Il y a toujours, à chaque année, on s'entend, des très bons films basés sur des adaptations de roman. No Country for Old Men est adapté d'un roman. There Will Be Blood aussi. Ce sont pourtant, et bien qu'on n'a pas vu There Will Be Blood, soit dit en passant, on va parler de There Will Be Blood comme c'est un excellent film, puis on l'a pas vu. Oui, parce que c'est un excellent film. On est catégorique. On l'a pas vu, mais c'est superbe. Bon, c'est superbe, c'est un chef-d'œuvre. Mais en ce qui concerne la production cinématographique au niveau des scénarios, il y a des adaptations de romans, des adaptations de bandes dessinées, une quantité énorme d'adaptations de romans de fantasy et de romans pour ados. Et sinon, il y a même eu des adaptations de franchises de jouets, bordel. Non, de franchises de jouets, de franchises de jeux vidéo. On parle de Dead or Alive, on parle de toute la carrière de Uwe Boll, que 2007 était son année de règne. Je trouve que... On parle de suite aussi, Jean-Michel. On parle de suite, évidemment, on parle de sequel, mais on parle même de sequels qui sont des remakes. On parle en anglais, mais ce sont les thèmes, là. On va s'entendre. Tout le monde sait c'est quoi un remake. En fait, non, c'est ça qui est incroyable. C'est la chose fabuleuse avec la production cinématographique actuelle. Elle arrive à passer relativement inaperçue en ce qui concerne le fait de ces remakes. Et tout actuellement est refait. On le cache excessivement bien. Mais il y a des fois, ce que je trouve extraordinaire, on a des exemples de films que c'est des remakes où il en est aucunement mention sur la pochette, sur l'indication, sur les crédits, mais ils ont conservé le même titre. Exactement. Donc on se retrouve avec des Last Kiss. La comédie qui est une reprise d'un film. Remake de films d'horreur est généralement fait par des réalisateurs étrangers qui avaient eux-mêmes fait les films. Et remake de films étrangers at large, on trouve beaucoup ça depuis quelques années. Et cette année, c'est un raz-de-marée de ça. Et c'est pas fini. On a en prévision un remake de Funny Games par Michael Haneke. Un remake de son propre film. Oui. Ça, c'est quelque chose c'est du jamais vu. Un remake américain fait par un réalisateur d'un de ses propres films, mais le film est exactement le même. Il n'y a aucune différence. C'est plan par plan la même chose. Ça devrait... C'est très étrange. Un film de 97 à peu près, Funny Games. Tu viens quand Jean-Michel, quand je t'exaspérais, je vous exaspérais tous avec ma fameuse théorie fumiste là, du néo-passéisme. Moi, je pense qu'on... Oui, l'est-elle fumiste? Je pense que difficilement contestable. C'est le fun d'avoir des ondes pour pouvoir forcer les gens à écouter sa petite théorie à la noix. Donc, ma théorie à la noix... Je peux? Vas-y.
Alors, à mon avis, on retrouve ça beaucoup dans la culture, mais on trouve ça tout particulièrement au cinéma. J'ai décidé d'appeler ça personnellement du néopasséisme, juste pour me faire comprendre de mes chums quand je parle de cinéma ou de culture avec eux. Je suis très surpris de ce mouvement-là qui va essayer, d'où le néo, qui va essayer de rendre nouveau et actuel les choses du passé, simplement même en le copiant, mais en effaçant la mémoire de ce qui s'est fait dans le passé. C'est pas du postmodernisme. Non, c'est du néo, c'est l'inverse du postmodernisme, c'est du néopasséisme. C'est de juste, comme la mémoire est faible, et la comme chair l'attention et la chair est faible. Ah, le sentier, le ruisseau. J'ai lu tous les livres. Bon, concentrons-nous. Alors, selon moi, c'est ça le néopasséisme. C'est justement un mouvement d'opposition entre les œuvres du passé dans le but de les réadapter à notre époque en faisant oublier aux nouvelles générations que ça existait avant ou simplement en ne générant absolument aucunement leur intérêt par rapport à la chose passée qui a été réadaptée. Ou ma perspective plus, disons, facile et niaiseuse, parce que j'adore faire ça, c'est de prendre un bon vieux film, slapper un téléphone cellulaire dedans, peut-être un camion avec Panasonic écrit dessus, définitivement qu'il va y avoir une scène d'action dans un Virgin Megastore. Aha! Et tu repasses ça avec Nicolas Cage avec exactement. une barbiche dessus. D'où mon terme. Il n'existe pas dans ce contexte-là, je suis très fier de moi. Le néopasséisme. Et c'est une année de cinéma néopasséiste. On a tout refait. Oui. On a essentiellement recréé des œuvres du passé. C'est presque systématiquement ce qu'on a fait, ou on a fait des suites. Mais Jean-Michel, et c'est cette année, c'est l'année passée en fait qu'on a entendu aux Oscars de son scénario original chinois de The Departed. Oui, pour la petite référence aux Oscars l'année dernière, on se rappellera que le meilleur scénario était pour le film de Departed de Scorsese, qui est un remake d'un film de Hong Kong qui s'appelle Infernal Affairs, un film qui est excellent et même Scorsese est rendu à faire des remakes, ça ne va pas très bien. Il n'y a pas de téléphone cellulaire dans Infernal Affairs. C'est déjà ça. Il y a déjà ça. Le scénario était excellent. En l'occurrence, c'était Shane Black qui avait écrit le scénario. Il avait réussi à faire des excellents dialogues. Mais ce qui est de très drôle, c'est que lorsqu'ils ont présenté le scénario, il y a eu le présentateur a eu une espèce de moment de crainte dans la voix de It's adapted from an Asian movie. Asian, je pensais qu'il y avait dit quelque chose comme Corée. En fait, oui. Ensuite, ils ont répété que c'était un film japonais. Ouais, c'est un japonais, c'est ça. Le film du meilleur scénario aux Oscars était adapté d'un film de Hong Kong l'année dernière et il n'y a pas personne qui était capable de dire de quel pays ça venait. L'ethnocentrisme américain à son meilleur ici, n'est-ce pas? Même Scorsese avait honte. Quand il est allé chercher son Oscar, il a dit « J'aimerais juste rectifier quelque chose, c'est un film Hong Kong. C'est un film de Hong Kong. » Bon. Ça va pas super bien. Donc, c'est une année facile à saisir aussi dans ce qu'elle a essayé d'aller chercher chez son public. Je veux rajouter quelque chose, considérant que je l'ai pas faite l'année passée, cette émission-là, mais on a aussi un énorme problème par rapport à 2007, considérant la brillance qui était 2006. Oui. Ah, tout à fait. C'est très triste. Il y avait une diversité cinématographique assez intense en 2006. 2007 a été une année mercantile, une année d'argent. Il y a eu des records qui se sont battus, mais ironiquement, il y a moins de gens qui vont au cinéma. Il y a beaucoup moins de gens qu'avant qui vont au cinéma et en même temps, le coût du cinéma est rendu exorbitant. En même temps, cette industrie ne se porte pas bien. Il n'y a pas tout ce qu'il y avait prévu qui était pour détruire l'économie globale. Le Spider-Man 3 va faire en sorte on va ruiner le Luxembourg tellement qu'il va faire de l'argent. Ben, ça n'a pas passé. Ça s'est pas passé du tout. Pourquoi? Bon, j'y vais. Jim, vous êtes prêts? Regardez ça. Ah non. Silence of the Lambs 4, The Hills of Ice 2. 28 Weeks Later, le deuxième, Taxi 4, Hostel 2, Fantastic Four 2, Yvonne Almighty 2, Die Hard 4, Daddy Day Camp 2, Mr. Bean 2, Elizabeth 2, Saw 4, Rocky 6, Rambo 4, Spider-Man 3, Shrek 3, Ocean's 13, donc le troisième, Resident Evil 3, Rush Hour 3, Pirates of the Caribbean 3, Santa Claus 3, Harry Potter 5, Bourne Ultimatum le troisième, National Treasure 2, Basic Instinct 2. Spider-Man 3. C'est fabuleusement triste. Évidemment, on fait de l'argent avec ça. Et écoutez, là. Moi, je l'ai aimé, Basic Instinct 2. On en voit de ces films-là. Il y a des suites qui sont excellentes. Il y a des remakes qui sont excellents. Il y a eu 2 exceptions cette année. Absolument. Le remake de Halloween par Rob Zombie est un bijou unilatéral. Inargumentablement, une réussite incroyable. Et, si on peut appeler ça un remake, le film a été fait quand même 3 fois. I Am Legend est un film surprenant. Il y a définitivement quelque chose dans ce film-là. J'arriverai pas à mettre le doigt dessus, mais j'ai apprécié beaucoup ce film-là, moi, au cinéma. Donc,
il y a la possibilité d'avoir des bonnes suites et des bons remakes. C'est possible. Oui. On s'entend, on n'est pas contre ce type de cinéma-là. Mais actuellement, c'est ce qui règne. Et c'est quand même aussi à l'insu des gens. C'est ça qui est particulier. Les gens ne se rendent absolument pas compte que c'est que ce cinéma-là qui domine. Mm-hmm. Bon, oui, c'est ça. On est repris semaine après semaine à faire, je vais aller voir le 4e chapitre, même si le premier était pas bon. Oui. Ça l'amène des belles circonstances, ça l'amène des très belles circonstances considérant Indiana Jones 4 qui s'en vient, des choses comme ça. C'est vrai qu'il y a des choses qu'on est content de revoir, mais évidemment, on se retrouve avec Bruce Almighty 2 qui fait des On se retrouve aussi avec des films, une pléthore d'adaptations de bandes dessinées. Ouais. La plupart du temps, les films adaptés de bandes dessinées, et nous, vous le savez sans doute, auditeurs, nous en sommes des fiefs et fans. Mm-hmm. Ils sont la plupart du temps mauvais. 300 a eu une grande popularité cette année, et ironiquement, Jean-Michel, je peux compter sur mes doigts les publications qui ont été capables de donner la référence, de dire d'où 300 venait. Ah ouais. Ouais, j'ai lu dans Le Voir que c'était adapté d'un roman. J'ai lu dans le Ici que c'était un remake de The 300 Spartans. Les gens même les journalistes ne se donnent même pas la peine de faire la recherche à savoir d'où vient la matière du film. Probablement parce que même ça n'en vaut pas particulièrement la peine, les gens n'ont rien à foutre. Ouais, c'est ça. Puis en plus, c'est un scénariste, le scénariste qui a travaillé sur 300, ou étant aussi le créateur original de la bande dessinée, oui. et est en train de devenir une force à reconnaître à Hollywood. Oui, exactement. Donc, on commence à penser plus par rapport à sa carrière cinématographique que le génie qu'il était pour la bande dessinée, même quitte à aller à ce que le prochain Batman s'appelle The Dark Knight, terme que l'on associe et qui a été inventé par Frank Miller, qui est une espèce de génie de la bande dessinée américaine. Pour ceux qui ne le connaissent pas, il a réinventé à lui seul les paramètres de personnages aussi importants que Batman et que Daredevil. Et si on exclut le très grand script de bande dessinée, probablement un des plus grands génies au niveau de l'écriture de ce médium-là, Alan Moore, qui est adapté et suradapté au cinéma. L'année prochaine, on aura droit à l'adaptation cinématographique de son grand chef-d'œuvre graphique, de sa grande bande dessinée, ce qui est souvent appelé le Citizen Kane de la bande dessinée américaine. On va voir au cinéma l'adaptation de Watchmen. Si on exclut Alan Moore, Frank Miller est le plus adapté. Il y a Frank Miller, et maintenant on voit l'émergence aussi d'un autre écrivain de bande dessinée qui, lui, moi personnellement, je dis qu'il mérite une meilleure exposition, il mérite une meilleure réputation. Mark Miller. Neil Gaiman. Neil Gaiman est partout au cinéma actuellement. Pour sa merveilleuse adaptation de sa propre bande dessinée Stardust, et aussi pour son travail sur le poème épique Beowulf. Sa lecture extrêmement brillante, profonde et personnelle avec Roger Avary de ce poème-là. Et on retrouvera bientôt au cinéma une adaptation par Henry Selick, le réalisateur de Nightmare Before Christmas. D'ailleurs, qu'on s'entende là, OK? Nightmare Before Christmas n'est pas un film de Tim Burton, bordel de sacrament. Oui. Okay? Et il y a l'imaginaire au cinéma cette année. Oui, il y a l'imaginaire de Tim Burton derrière, mais pour tous les petits gothiques de salon là, qui fantasment sur le fait que c'est Tim Burton qui a fait ce film-là, on adore Tim Burton, on n'a pas de problème, j'ai même aimé La Planète des Singes, OK? C'était bon. Oui, mais somme toute, là, c'est pas lui qui a fait le film. Le film est réalisé, les marionnettes sont faites par Henry Selick, qui est le réalisateur en l'occurrence de James and the Giant Peach, un des films les plus trippy que j'ai vu de ma sacrament de vie. Ça aussi, il y a pas de mots pour décrire ça. Là. Et c'est lui qui adapte l'histoire pour enfants Coraline. Ah, OK, oui. Qui est actuellement, vous avez la chance de voir sur Internet. Bordel, c'est pas un film de Tim Burton. Mais là, on va parler aussi de Frank Miller, qui est aussi le génie derrière Robocop 3. S'il vous plaît, on remet les pendules à l'heure. Nous parlions du remake, parce qu'on a vraiment tergiversé sa bande dessinée. Oui, mais il n'y a aucun problème actuellement. Je veux dire, Hollywood est littéralement bombardé de productions qui sont inspirées de bandes dessinées. On y va pour l'année prochaine? Hulk 2? L'année prochaine, on a Iron Man, Punisher 2, Hulk 2. On a probablement d'ici la fin de l'année JLA, le Justice League of America. Thor. On a Thor. On a Ant-Man. Watchmen. The Spirit. L'année prochaine, vous vous en rendrez pas compte, mais tous les films qui vont craquer au box-office puis qui vont fonctionner vont être adaptés d'une bande dessinée. Généralement, des bandes dessinées qui ont été écrites il y a 65 ans. Et il faut aussi, évidemment, Persepolis. Oui.
Oui, tout à fait. Mais ça rentre dans une catégorie, Jean-Michel. Je trouve que cette année, comme je disais, il n'y a pas eu beaucoup de scénarios originaux. Donc, il y a encore eu moins de films d'auteur, c'est-à-dire un réalisateur qui a écrit le scénario de son propre film. Cette année, c'était le règne de la bande dessinée, comme on le disait tout à l'heure. On a eu droit à Spider-Man, Ghost Rider, 300. Moi, je considère que Transformers rentre tout à fait là-dedans. On va s'entendre. Il y a eu le film d'horreur 30 Days of Night aussi. On a eu aussi l'adaptation de romans pour adolescents fantaisistes. Harry Potter, Bridge of Terabithia, The Last Mimsy, Stardust, The Seeker, The Golden Compass. Ouais. Actuellement, toute Harry Potteritude, tout petit récit adolescent dans lequel un enfant seul sera l'avenir du monde magique, a la cote, on va s'entendre, ça fonctionne énormément. Et sinon, il y a les films sérieux, entre guillemets, qui sont adaptés de romans. On a enfin adapté L'amour au temps du choléra, on a adapté Le Parfum, on a adapté Le Scaphandre et le Papillon. On a adapté aussi Persépolis. C'est une bande dessinée, mais c'est un roman graphique et c'est une autobiographie en même temps. On a adapté No Country for Old Men. On a adapté 2 fois Stephen King, 1408 et Myst. On a adapté Into the Wild aussi. On a adapté Factory Girl, qui est une biographie. On a adapté Hannibal Rising, le 5e. On a adapté Zodiac aussi. Donc, si on a de la bande dessinée, on a du roman, on a même des franchises de jouets. On a fait un film de Bratz, on a fait un film de Transformers, on a fait un film de Alvin and the Chipmunks et un film de Underdog. Bon. Vous nous direz, mais messieurs, ça a toujours été comme ça à Hollywood. Ça a toujours été le cas. Oui. Mais pas à cette violence-là et pas à ce rythme-là. Hollywood n'a jamais surproduit autant de films qui sont littéralement formatés pour étaler un produit. Et ce n'est que du marketing actuellement. On fait un bilan, laissez-nous tranquilles. C'est la même chose en même temps, mais c'est parce que il y a une considération par rapport à... Moi, je trouve que la question que tu m'as posée il y a 3 semaines, si j'étais capable de trouver un film, mis à part Eastern Promises, qui était une œuvre d'un auteur, je me le demande encore. Ben, moi, j'ai établi une liste. Nous en parlerons si tu veux plus tard dans l'émission après la pause. Mon cher Jean-Michel, ça risque de meubler beaucoup le temps parce qu'il n'y en a pas eu beaucoup, mais les films qui sont dignes d'attention, pour le moins qu'on soit original, parce que de toute façon, si vous ouvrez n'importe quelle bonne revue de cinéma, vous allez sur l'Internet, vous prenez le 24 images, vous prenez le Première, vous prenez le Mad Movies, peu importe le genre cinématographique que vous aimez, c'est les mêmes 4 films qui reviennent tout le temps. C'est No Country for Old Men, c'est Eastern Promises. Notre but ici, évidemment, on a adoré ces films-là. J'ai adoré No Country for Old Men, mais c'est d'essayer d'aller peut-être cibler un oublié là-dedans. Quelques oubliés, quelques films qui méritaient peut-être un peu plus d'attention. Donc c'est ça, le 7e Oscar, encore, on fait notre rétrospective... disons, on passe 2007, à travers notre rétrospective de 2007 dans tous les sens du terme. Dans le premier volet de l'émission, nous avons traité de ce qui s'est fait cinématographiquement parlant, c'est-à-dire, c'est pas bien compliqué, des suites, des sequels, des remakes, des adaptations de romans et quelques, pour ce qui en existe, pratiquement aucun film d'auteur avec scénarios originaux. Donc, pourquoi faire ça? Mais pourquoi donc sommes-nous en train de nous plaindre? Ben, je pense qu'en quelque part, on est en train de se plaindre pour arriver au 2e volet de l'émission. Si tu veux bien me suivre dans ma lancée, Jean-Michel. Moi, je te suis. Je trouve intéressant de faire l'analyse des thèmes de ce qu'on a trouvé au cinéma et dans les films qui ont eu du succès cette année pour pouvoir constater ce qui inquiète les gens, ce qui intéresse les gens, là où les gens se trouvent mentalement, cinématographiquement parlant. Mais quelles idées, quels thèmes sont renforcés dans l'inconscient collectif? OK. Ouf, une analyse sociologique. Oui, n'est-ce pas? Alors moi, j'ai déterminé 3 thèmes, Jean-Michel, qui ont été très, très forts cette année. En fait, 4. Ça a été... la vendetta personnelle, la vengeance. Ah oui. Le thème de la vengeance a été omniprésent au cinéma cette année. À mon avis, je relis ça évidemment au 11 septembre. Je pense que particulièrement dans la production américaine, il y a une espèce de colère, de désir de vouloir faire sa propre justice, de faire sa vendetta, d'être un vigilant et de vouloir se venger définitivement. Ce thème-là semble être prépondérant. Il y a aussi peut-être le besoin ou le désir d'aller apaiser le calme des foules avec l'opium de la violence cinématographique qui est gérée par la vengeance. Oui. En fait, c'est intéressant. Il y a une distinction qui va être faite. Il y a une production énorme, en fait, oui. On peut en nommer, même cette semaine, il y en a 2 qui sont sortis. Cette semaine, il y a eu The Brave One,
Puis Death Sentence, 310 to Yuma. La semaine prochaine, en vidéo, on retrouve Gone Baby Gone, Reservation Road. Il y a eu Shooter et au cinéma, il y a Sweeney Todd. Alors, il est question, il est systématiquement question de gens à qui on a fait offense et que le système ne permet pas de les aider et qui décident de se faire justice eux-mêmes. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant là-dedans, c'est qu'autant que la production, elle était parsemée de ces titres-là, ces titres-là n'ont en aucune façon été des succès populaires. Non, pas du tout, effectivement. C'est intéressant de ramener ça. En fait, moi, un des exemples de films qui me faisait le plus peur cette année était sans doute, et je ne trouve aucun autre titre, celui qui me faisait le plus peur, c'était Evan Almighty. Un film de propagande religieuse à peine déguisée. À peine. En fait, il y a des introductions complètes sur le DVD sur les vertus du christianisme, chose que je ne veux pas discuter, mais en fait, Evan Almighty a été un flop monumental, a été une des plus importantes pertes monétaires et de public là, en 2007. C'est intéressant que tu dis ça parce que l'année fut sombre. Je veux dire, planétairement et politiquement parlant. Le cinéma l'a relativement bien reflété malgré lui, souvent même dans ses œuvres les plus légères. Par exemple, Even Almighty. Qui était et 2008, par rapport à la fin du monde. Oui, tout à fait. Encore par rapport à la fin du monde. C'est le 4e thème que je voulais aborder, Jean-Michel. La fin. Cette année, c'est une année de cinéma qui parle de l'apocalypse et de la fin de quelque chose. C'est à ce niveau-là unilatéral, c'est ce thème-là qui a dominé. On a vu un raz-de-marée de films où c'est la fin. Un raz-de-marée de films où les gens essaient de nager dans la vague de la fin. Mais ça a été, ma foi, c'est incroyable à quel point c'est ce qui a dominé. Mais dans la culture aussi en général. Je veux dire, comprenez-nous bien, il y a eu des séries télé qui parlaient de ça. Hero parle de la fin du monde et il y a eu beaucoup de popularité. Jericho, excusez. Parle de la fin du monde, on s'entend là-dessus aussi. Mais en même temps, on retrouve Battlestar Galactica aussi qui parle de la fin de l'humanité. Il y a une idée de fin de l'humanité. Dans la bande dessinée, il n'y a jamais eu autant de zombies et d'apocalypse qu'actuellement. On pense à Why the Last Man et Walking Dead. Il y a des zombies absolument partout dans la bande dessinée. Il y a eu ça. Mais au cinéma aussi, si tu me permets, Jean-Michel. Ah, oui. I Am Legend, Fin du monde, Children of Men, 28 Weeks Later, 30 Days of Night, Mist, Sunshine, Fantastic Four 2, Resident Evil Extinction, Invasion, qui est un remake, n'est-ce pas, de Body Snatchers. Incroyable. The Reaping, une fin du monde religieuse. Planet Terror, dans ce film de série B, une attaque de zombies. Il y a eu beaucoup de zombies cette année. The Last Winter. Et il y a aussi un film qu'on n'a pas encore reçu ici au Québec, mais le dernier film du réalisateur de Donnie Darko, Southend Tales, dont c'est le sujet, c'est l'apocalypse. Il y a un vent de fin et d'apocalypse qui court dans l'âge des ténèbres, pas à peu près. C'est pas l'apocalypse, mais il y a quelque chose qui est en train de terminer. Il y a un règne qui s'éteint. C'est le véritable déclin de l'Empire américain. Et il y a eu 2 documentaires. Il y a eu The 11th Hour, le documentaire de Leonardo DiCaprio sur les problèmes écologiques de notre planète, qui est un véritable film d'horreur. Oui. Et il y a eu aussi un film probablement pas beaucoup vu, il a été très peu distribué, qui s'appelle Our Daily Bread, qui est un documentaire qui montre l'industrie de l'alimentation, autant les végétaux que les animaux, et qui nous montre l'état et ce, dans un environnement relativement sanitaire, c'est dans des pays européens comme l'Allemagne, mais qui montre l'horreur absolue de ce que l'on mange actuellement. Donc, c'est l'année de l'apocalypse. C'est sombre, ça peut pas être autre chose que l'année de l'apocalypse quand le même jour, Antonioni et Bergman meurent. Deux hommes qui deux réalisateurs qui se sont posés les mêmes questions, savoir qu'est-ce qui va se passer avec l'humanité, où l'humanité va-t-elle se rendre, qu'est-ce que l'homme vaut et est-ce que l'homme mérite de survivre. Ce n'est que ça le questionnement derrière le 7e saut, le grand chef-d'œuvre de Ingmar Bergman. Donc 2 des plus grands meurent cette année le même jour. Le même mois, Michel Serrault meurt aussi, grand comédien français, n'est-ce pas? Et on se fait envahir sous les films apocalyptiques. Ouais. Il y a quelque chose dans l'inconscient collectif qui a besoin de voir sa fin ou qui a terriblement peur de voir sa fin et qui veut l'exorciser avec le cinéma. Apocalypto. Ben oui, Jean-Michel, j'avais même pas fait le lien, mais apocalypto n'est que ça. Le mot apocalypse, le thème apocalypse, le terme aussi et les thèmes de l'apocalypse sont là unilatéralement, que ce soit les zombies, les extraterrestres, les problèmes atmosphériques, les super-héros, les invasions externes. En fait, je me faisais cette réflexion-là, Jean-Michel, c'est pas pour rien que le super-héros, la cote au cinéma, c'est pas pour rien aussi que la série de télé qui a le plus été écoutée, c'est la série Heroes.
Il y a un besoin collectif d'échapper à la réalité et de voir un individu ou des individus capables de prendre la réalité dans leurs mains et sauver le statu quo, sauver l'univers, sauver la planète, sauver l'humanité. C'est intéressant que tu dises ça parce que récemment, je lisais un article qui expliquait que, mis à part tout ce qui s'est passé dans l'industrie elle-même, le monde des comic books allait très très mal vers les alentours de 1999-2001. Ouais. C'est une situation financière extrêmement précaire. On s'approchait de la banqueroute et c'est le 11 septembre. Et en conséquent, la sortie simultanée de Spider-Man qui a fait en sorte que maintenant, même à ce jour, là, on est en 2008, la vague de super-héros existe encore, c'est le traumatisme de 2001 qui est parti. T'as tout à fait raison, Jean-Michel. Je suis d'accord avec ton analyse. Je trouve qu'elle est très profonde puis très bien ciblée. On est des lecteurs, on le dit aux auditeurs, on est des lecteurs de comics depuis qu'on est très jeune. On a toujours adoré la bande dessinée. Le thème du super-héros, pour nous, ce n'est que des archétypes de légendes. C'est la même chose que de lire des récits mythologiques. Oh oui, et c'est fascinant, effectivement. Ce que disait Jean-Michel me semble tout à fait... c'est parfait, en fait. Le super-héros, l'image du super-héros, que ce soit un vigilant ou un héros noble, est partout dans notre culture actuellement et on en a besoin. Les gens ont besoin de voir quelqu'un de coloré, de puissant et avec une identité très grande qui est capable de prendre le contrôle de sa vie et de la vie des autres. Et le Christ étant le plus grand super-héros de tous. De tous. On va s'entendre d'ailleurs que chez ces super-héros-là, il y a la relecture constante du mythe christianique, du complexe messianique. Superman, le dernier Superman était exactement ça. Oui, le thème est là, mais il y a un paradoxe là-dedans, Jean-Michel, si tu me permets. Allô. Oui, ça a été une année d'apocalypse au cinéma en termes de thème central. Ça a été une année aussi de héros qui essaient d'empêcher l'apocalypse. On parle de Transformers. Oui. On parle de Fantastic Four 2. Fantastic Four 2, il y a quand même Galactus qui vient bouffer la planète. Mais c'est des menaces externes. Oui, c'est des menaces externes. Dans ce cas-là, tout à fait, parce qu'on essaie de dédramatiser la chose, mais il y a eu beaucoup de menaces internes. Le Spider-Man 3 est une menace externe. C'est une bonne année de zombies. Oui. Il y a eu des zombies en quantité astronomique. 28 Weeks Later, Planet Terror. Moi, je trouve qu'un des meilleurs films de zombies jamais fait, pas de zombies dedans, mais c'est un film de zombies quand même, c'est-à-dire Children of Men. Nous sommes nous-mêmes les zombies dans ce film qui ressemble, à mon avis, à un film de Romero, un film de zombies de toute manière. Ouais. Mais le paradoxe, c'est que ça a été une année d'apocalypse et de héros qui essaient d'empêcher l'apocalypse, et que ça a été une année de vendetta personnelle aussi. Il manque quelque chose au centre, et c'était une célébration unilatérale de l'assassin cette année. OK. Cette année, marquez nos mots aux Oscars, ceux qui vont remporter les meilleurs prix ont joué des rôles d'assassins. De héros d'ailleurs dans leur dimension d'assassins. Dans Eastern Promises, on a il va y avoir 3 nominations pour Eastern Promises. On a droit à des assassins et des mafieux. Dans No Country for Old Men, on a une des plus belles performances de l'année, celle de Javier Bardem, dans laquelle il est un assassin professionnel, sorti de Bergman avec un gun de Terminator, parce que il est la mort sur 2 pattes, unilatéralement. La mort muette. Quand on parle de vendetta personnelle, on parle de tueurs aussi, fort malheureusement. On parle d'assassins, on parle de gens qui se vengent, mais on parle de gens qui vont tuer quand même. Donc, on parle d'assassins. On parle aussi de 3:10 to Yuma. Un autre remake d'ailleurs, puisqu'on y a un remake d'un film qui a été fait voilà 50 ans, dans lequel Russell Crowe joue lui aussi un charismatique assassin. On parlera même pas des films d'horreur, il y en a eu tellement eu cette année que ça sert à rien de les énumérer. Mais cette année, il y a eu beaucoup de serial killers, de slashers et de tueurs au cinéma. Beaucoup moins de fantômes et de démons que d'individus humains qui torturent. D'ailleurs, c'était mon 4e thème. C'est une année de torture. Il y a eu beaucoup de films d'horreur dans lesquels il est question de torture. On parle de Hostel. On parle de Hostel, on parle de ça, on parle de Captivity. Il y en a eu, on va pas y aller, il y a eu beaucoup de films d'horreur, force oblige, il y a eu beaucoup de films de torture aussi. Mais pour la célébration de l'assassin, il y aura eu aussi, on va s'entendre, c'est le cas, il y aura eu Sweeney Todd. Oui, absolument. Donc, on a des vengeurs, des vigilants qui veulent la vendetta, qui veulent la vengeance. On a des très sombres Monte Cristo à l'horizon. On a des assassins, mais on a aussi des héros, des gens qui prennent la justice dans leurs mains. Ma foi, il semble avoir une espèce de désœuvrement, de désir de renchérir l'individu fort qui peut prendre sa destinée dans ses mains, peu importe qu'il le fasse selon les paramètres de sa société ou non au cinéma, en vue de l'apocalypse qui arrive. C'est intéressant parce qu'on considère aussi tout ça avec à travers l'optique de la politique états-unienne. Ça peut, et je vais pas trop m'avancer par rapport à ça, mais ça peut démontrer un inconfort monumental par rapport à où il habite, où il existe et qu'est-ce qui se passe. Le fait qu'on est rendu à un point de désœuvrement, on est rendu à un point de
d'exaspération par rapport à la situation globale que maintenant on n'engendre même plus et on n'imagine même plus de solution. Non. Là, on pense à c'est qui le gars qui va survivre. Oui, plus personne pense que globalement, il y a une possibilité de solution. Non. Tout le monde est persuadé qu'individuellement, tu dois trouver ta propre solution. Et c'est ce que fait le personnage de Will Smith dans I Am Legend, c'est ce que font les personnages dans 28 Days Later, c'est ce que font les Fantastic Four. C'est des personnes qui réussissent de sauver, qui décident de sauver le monde avec leurs propres moyens, leurs propres talents. Absolument, c'est complexe messianique à la planche. C'est là le thème d'un film qu'on n'a pas vu, qui n'est pas sorti encore ici, comme je le disais tantôt, le film de Richard Kelly, Southland Tales. Ouais. Mais de plus en plus, on peut entremêler la situation sociopolitique présente par rapport à l'opium des masses. Oui, tout à fait. C'est apaiser l'inquiétude des foules, en quelque part, de leur présenter un emballage apocalyptique dans leurs films, dans leur cinéma, qui sont de les apaiser. Question de, OK, là, vous n'allez pas vous venger. Vous allez pas être déçu parce que le système ne vous favorise pas en termes de justice. Vous allez pas faire votre propre justice et vous allez pas rien faire via l'apocalypse qui s'en vient. C'est effectivement, tout est mis en œuvre pour pouvoir apaiser le moral des foules, y compris le cinéma d'horreur. Oui. On a droit à une quantité tellement immense de morts et de tortures actuellement qu'on a l'impression qu'on veut repousser cette espèce d'instinct naturel de tuerie chez l'homme. Ce qui est spécial aussi dans le cinéma d'horreur, c'est ben, ça a toujours été présent, mais encore, ça finit pas. 28 Weeks finit pas. Non. Halloween finit pas. Il n'y a pas de résolution. N'arrête rien. Il y aura pas la fermeture de ce lieu-là. 1408, malgré sa platitude monumentale, ne se termine sur rien. Non. On se retrouve à faire le mal est repoussé pour un autre 2 semaines. Oui. Exactement. Même chose dans le remake de Invasion of the Body Snatchers, qui s'appelle Invasion avec Nicole Kidman. Le premier film était simplement un film de monstre. Un film de monstre, mais il y avait un sous-texte de communisme. On avait peur de l'envahisseur qui venait de l'étranger et qui veut formater tout le monde à la même idéologie. Quand le remake a été fait dans les années 70, ma foi, je viens juste d'allumer par rapport au fait que le film a été fait 4 fois. Il a été fait dans les années 50. Abel Ferrara a fait un film aussi sur la paranoïa et la drogue. C'était en fait son Body Snatcher n'était qu'une relecture de ça. Et là on refait ce film-là. Oh, pardonnez-moi, on m'envoie un mémo là dans mon cerveau. Oui. Oh, je viens de recevoir un mémo. Je viens de me rendre compte, Jean-Michel, que les films apocalyptiques les plus importants qui ont été faits cette année ont été faits systématiquement par des réalisateurs étrangers. Oui. Absolument. Invasion a été fait par Olivier Hirschbiegel, réalisateur allemand qui a fait La Chute et qui a fait Das Experiment. Attendez que je regarde. On parle de Juan Carlos Fresnadillo. À 28 Weeks Later. On parle du réalisateur british David Slade sur 30 Days of Night. On parle d'Alfonso Cuarón, le réalisateur espagnol sur Children of Men. Ma foi, on dirait qu'on veut parler de la fin du monde aux États-Unis, mais qu'aucun Américain a le courage d'en parler. Alexandre Aja avec son... ben évidemment, c'est pas dans les mêmes années, mais cette tendance-là continue. Aja qui a sorti Qu'est-ce qu'il y avait de pire avec le sud des États-Unis, il les a dépictés comme The des Hills monstres. of Eyes, tout à fait, dont on a vu la deuxième bouse. Le premier film est excellent, en l'occurrence, le remake est excellent, mais la bouse, le deuxième qui est sorti, est terrible. Oui, maintenant que j'y pense aussi, un des premiers films qui va gracier nos écrans et qui est très attendu, c'est un film de monstre, n'est-ce pas, qui détruit New York et qui sort bientôt, Cloverfield. Ça continue la lignée de ce qu'on est en train d'élaborer. Donc, c'est les thèmes qui ont hanté Hollywood cette année. Qui ont hanté le monde, en fait. Beaucoup de réalisateurs étrangers ont été engagés pour faire des super productions merdiques cette année. D'ailleurs, c'est une tangente qui ne fait que continuer. Il y a énormément de films d'horreur. Il y a eu, en l'occurrence, une quantité énorme de souffrance humaine à l'écran. Très intéressant. Étrangement, les films d'auteur, les films qui m'ont le plus marqué cette année, moi, Jean-Michel, si on veut aller dans cette zone-là, ne parlent pas de ça. J'ai beaucoup de misère à voir qu'est-ce qui m'a marqué cette année. Ben, dans les films d'auteur, on peut les noter rapidement. Werner Herzog a fait un de ses films d'auteur, mais d'un autre côté, il a fait un film très simple, un des films les plus simples de toute sa cinématographie. Todd Haynes a fait le biopic sur Bob Dylan, I'm Not There. C'est un film qui est écrit et réalisé par lui. Il y a eu The Darjeeling Limited. Peut-on appeler ça un film d'auteur? Non, mais American Gangster, autre célébration de l'assassin
vigilant, soit dit en passant. On rajoute ce film-là dans notre liste. Il y a eu... étrangement, il y a un film qui a pas fait couler beaucoup d'encre puis qui méritait un petit peu plus d'attention que ça, je trouve. Un des films les plus uniques qu'on a eu cette année, puis qui est un film d'auteur, puis qui est totalement pas comparable à quoi que ce soit, c'est le film de Craig Brewer, Black Snake Moan. Absolument. C'est un vrai film unique, un vrai film d'auteur, un film qui n'est pas comparable en rien, et un film qui essaie pas d'être particulièrement moralisateur ou de dire quoi que ce soit de profond sur les Américains ou la nature humaine. C'est juste un film unique. Un film avec une trame sonore unique, des interprétations uniques. C'est un blues. C'est un blues. Ouais, c'est un blues fait cinéma. Moi, en l'occurrence, j'ai beaucoup apprécié ce film-là cette année. J'ai trouvé unique dans le panorama cinématographique annuel, mais unique au cinéma, point aussi. Évidemment, moi, comme toi et plusieurs de nos camarades attendent avec impatience le fameux There Will Be Blood. C'est le film qu'on attend le plus, le film avec P.T. Anderson, le film de P.T. Anderson avec Daniel Day-Lewis. Je trouve ça intéressant que moi, mon année, là, Jean-Michel, 2007 a commencé et aura fini plus ou moins, à quelques jours près. On a commencé avec Children of Men et aura terminé avec There Will Be Blood. Ça va être... Ouais. Parce que malheureusement, là, je regarde de plus en plus depuis tantôt, il y a des idées qui me viennent en tête. Je fais non, 2006, non, 2006, non, 2006. Non. C'est... moi, ça me frustre. En quelque part, moi Jean-Michel, je me dire, même si c'est pas un scénario original, c'est adapté d'un roman, un des films qui a eu un impact les plus violents sur moi, ça reste encore Children of Man. J'ai eu l'impression que de tous les films de vendetta post-apocalyptique, n'est-ce pas? Ou d'apocalypse, c'est le plus pertinent. C'est le plus profond. Absolument. C'est celui qui a été le plus travaillé aussi. On parlait d'adaptation. Non seulement est-ce que c'est une adaptation, mais c'est une adaptation, c'est un collectif de personnes et d'intellectuels et de scientifiques qui ont travaillé sur ce film-là. En même temps, énormément bouleversé par ce film-là. Moi, quand je suis allé au cinéma, j'avais l'impression sans phare, de vraiment me faire montrer la fin de l'humanité. Ouais. Oh, absolument. Dans tout. Qu'elle soit scientifique ou sociale, là, on avait tout. Je pensais aussi, mais ça, c'est un courant qui existe depuis je pense que ça existe au moins depuis 3 ans, où est-ce qu'on a la célébration. Je pensais à Little Miss Sunshine. Oui. Le fait ça nous prend un feel-good. Ah oui, tout à fait. Ça nous prend un feel-good de mais toutes nos forces. Rien, hein? C'est pas pour rien que Little Miss Sunshine a eu cette importance-là au cinéma. Je suis d'accord avec toi, Jean-Michel. Encore. C'était celui-là, le seul qui remplissait le créneau dont tout le monde avait besoin. Mais là, on y va aussi. C'est que, un peu par rapport à ce que je disais sur la tendance, si on peut le dire, c'est les spectateurs se ruaient vers, mon Dieu, ça me dépasse encore. Alvin and the Chipmunks a été numéro 1 pendant 1 ou 2 semaines. Ouais. On se retrouve avec des comédies très bonnes. J'ai rien à dire contre ça, mais Knocked Up. Ah oui, il y a eu beaucoup de maître pendant. Oui, tout à fait. Et on a eu une production énorme dans la noirceur, dans tout ce qu'il y avait d'une réflexion. C'était à peu près aussi également horrible que d'ouvrir les nouvelles, un peu moins, un peu plus, tout dépendant de l'œuvre. Mais les films qui sont restés en numéro 1, c'est des films qui ne posaient aucune question. Non, tout à fait. Et qui permettaient aux gens de pouvoir simplement s'extasier en disant le fameux mantra. Tu sais, j'ai le goût de voir un film, pas me casser la tête. Un film qui est pas trop lourd, là. J'en ai assez dans ma vie, puis j'en ai assez dans le monde. C'est ce genre de film-là, définitivement, tu as eu raison, a eu la cote au box-office. C'est normal. C'est tout à fait normal et c'est explicable. Oui, parce que là, on parle, à cette date-là, présentement, je regarde, le numéro 1, c'est National Treasure 2. Ouh. National Treasure 2 est numéro 1. Le premier était je vais être complimentaire en disant que c'était pourri, que c'était une merde. Tout à fait. Mais Alvin and the Chipmunks. En 4e position cette semaine. Bon. Juno en 2e. Tant qu'à aller pour un chef-d'œuvre unilatéral et de scénario et d'originalité et de cinéma pur, moi je vais pour Ratatouille. Bon, absolument. Absolument. Moi, offrir aux enfants un film hédoniste et un film en même temps qui est une relecture de Proust. Un film, c'est un film qui est tellement touchant, Ratatouille, dans sa simplicité, mais qui est profond en même temps, puis qui est plein de sous-textes. On va pas partir là-dessus. On n'a pas assez de temps pour l'émission au complet. Cependant, on s'entendra sur le fait que Ratatouille n'est rien de moins qu'une critique
du monde de l'animation aux États-Unis. Du monde du cinéma. De Walt Disney, c'est une critique de Walt Disney. Mais même, moi j'ai l'impression que ça peut être généralisé à tout ce qui est le cinéma à but lucratif. Oui, tout à fait. Faites l'exercice, si vous revoyez Ratatouille à un moment donné, remplacez la gastronomie et la cuisine par le monde de l'animation. Ah, oui. Remplacez le fast-food par les dessins animés faits à la chaîne par Walt Disney et remplacez la haute gastronomie par les films d'auteur et remplacez le critique qui est dans le film Anton Ego par les critiques de cinéma. Remplacer le petit rat dans Ratatouille par purement et simplement par un tâcheron qui travaille dans oui, l'humain. Remplacez-le par un tâcheron qui travaille dans une usine d'animation. Remplacez le nouveau chef de cette du restaurant le petit homme du restaurant par Walt Disney lui-même. Ah non, tout fonctionne par des producteurs, par un producteur, remplacez-le par un producteur. Ratatouille, film, tant qu'elle est pour un film charmant, allons pour Ratatouille. Mais Jean-Michel, question. Finalement, c'est un seul film pour 2007, qu'est-ce que c'est? Je suis incapable de répondre à cette question-là. C'est énormément pessimiste de ma part. Mm-hmm. Je suis incapable. Je vais dire, moi personnellement, ça va être ça serait Tekken King Kret ou Bug. Jean-Michel, c'était ma réponse. C'était Bug? C'était Bug, oui. C'était Bug. Avant de quitter, chers auditeurs, chères auditrices, c'est particulièrement étrange. Je m'attendais pas à ce que t'aies Bug toi aussi. C'est étrange parce que c'est le dernier film de William Friedkin, réalisateur de L'Exorciste et de French Connection. C'est un réalisateur qui ne travaille pas tant que ça au cinéma. Il fait peut-être un film aux 5 ans. Ouais. C'est un des derniers d'une génération de cinéastes qui travaillent depuis les années 60. Bug est un film qui a été un flop au box-office. Faut dire que c'est un huis clos dans une chambre d'hôtel. On ne sort pratiquement pas de la chambre d'hôtel. C'est une adaptation d'une pièce de théâtre. C'est un film avec Ashley Judd. C'est assez pour en décourager plus d'un. Ashley Judd ne fait pas généralement ce type de cinéma-là. Et quand je pense à toute l'expérience cinématographique que j'ai cette année, ce qui reste à la surface de mon esprit, c'est Bug. C'est le cas aussi de ma conjointe. Et c'est le cas de notre ami Costa. Évidemment. Je vais parler un peu, moi, de Tekken King Kret, parce que malheureusement, il y a quand même pas eu de succès populaire non plus. On l'a jamais eu en salle ici, sauf parce qu'on est très chanceux d'avoir Fantasia. Du titre original, Tekken King Kurito. King Kurito. C'est un film de 2006. Non, mais faut comprendre, faut que tu comprennes, Jean-Michel, faut que tout le monde comprenne qu'il y a beaucoup de films de 2006 qu'on a couverts cette année parce qu'on les a reçus ici en 2007. Ouais. En l'occurrence, Children of Men, c'est un film de 2006. Il est sorti en 2006, le 25 décembre en Angleterre. Ben, c'est ça. Celui-ci est sorti le 23 décembre 2006 au Japon. Moi, on peut considérer que c'est un film de 2007 parce que c'est clair qu'en Amérique, ces films-là sont découverts en 2007. Ouais, c'est très bien. C'est un studio très particulier qui nous avait amené aussi Mind Game. Ça a été écrit par Taiyo Matsumoto. C'est adapté d'un très, très populaire manga. Oui, Tekken King Kret Black and White. Et c'est aussi 2 Américains qui ont travaillé dessus. Soit un Américain qui s'appelle Anthony Weintraub et le réalisateur, c'est un homme qui s'appelle Michael Arias. Un homme qui, on l'a pu le voir en Fantasia, n'avait aucune facilité à parler devant une foule, aucune facilité de parler de son projet, mais qui, pour moi, m'a montré une des plus belles exemples de poésie visuelle cette année. Ça a été dans Tekken King Kret. Je suis relativement d'accord avec toi. C'est vrai que c'est un très, très, très beau film. C'est beau, c'est dynamique, ça n'a absolument rien qui parle de maintenant. C'est ce que j'aime beaucoup. C'est l'observation que je me faisais par rapport à l'émission. Je sais qu'on était pour parler de la société, comment elle est vécue et tout. Tekken King Kret parle seulement de... C'est une fantaisie tragique. C'est ça, c'est une tragédie. C'est littéralement une tragédie. Ouais. Ouais. Moi, il est sorti direct en location. Je l'ai écouté 3 fois. Ça me fait plaisir à chaque fois que je le réécoute. Maintenant que tu parles d'écouter un film trois fois, d'ailleurs, je recommande effectivement, de même que Jean-Michel vient de le faire, le fameux Tekken King Kret. J'aimerais terminer sur Bug, Jean-Michel, parce que finalement, maintenant je suis convaincu, toi-même, Bug, c'était vraiment... c'est l'expérience cinématographique que j'ai fait le plus violente et le plus éprouvante et le plus belle en même temps. C'est la surprise de l'année. Et ce film-là est une surprise sur tous les plans. Film qui n'a pas été acheté en salle à Montréal. Film fait par un maître, mais en même temps, tous les thèmes qu'on a mentionnés préalablement, c'est-à-dire l'apocalypse, c'est-à-dire la vendetta, la souffrance, tout est meurtre, l'assassin. Tout est là-dedans. Ironiquement, tout est là-dedans, mais c'est une fin du monde qui est présentée dans le film, qui est ontologique, qui est fermée sur elle-même, qui est propre, qui est proche de l'implosion. Ce qui est dépatant avec Bug, c'est qu'on est proche de Kafka. Ouais.
Tout autant qu'on est proche de Bukowski, on a... oui, absolument. Dans la première demi-heure du film, c'était factotum. On commence avec un Bukowski, on voit une certaine classe de gens américains, on voit une certaine classe américaine de gens vivant dans une certaine déchéance. On sombre dans Kafka et on finit dans un feu de broussailles de Sartre. On finit dans la réflexion existentialiste pure à la Sartre. J'aimerais, pour vraiment définir qu'est-ce que c'est, j'ai l'impression que c'est ça. Bug est la définition et la synthèse et le synopsis même de qu'est-ce qui était 2007 pour nous. Oui, tout à fait. Bug en reste le meilleur film parce que c'est lui qui décrit 2007 pour moi. Totalement. En fait, 2007, culturellement, pour moi, c'est deux choses. Au cinéma, c'est Bug. Ouais. Et culturellement, sur tous les plans, c'est la mort de Kurt Vonnegut Jr. Ouais. Kurt Vonnegut Jr. était pratiquement, en tant qu'auteur de science-fiction et philosophe, un prophète. Et les visions et les opinions qu'il avait du monde se sont actualisées l'année même de sa mort. Absolument. On vit actuellement dans quelque chose qui ressemble étrangement à un roman de Kurt Vonnegut Jr. Si vous avez la chance de lire son grand chef-d'œuvre de Cat's Cradle, vous allez vous rendre compte que c'est notre monde actuellement. Et Bug est un film qui n'aura pas désavoué M. Vonnegut. C'est une vision du monde qui est très proche de la sienne. Wow. C'est une chance, ça se trouve en vidéo, Bug. Ça a absolument l'air d'une merde si vous voyez la pochette, mais croyez-en vos animateurs, c'est un chef-d'œuvre. Et on vous laisse là-dessus pour 2007. La semaine prochaine, on retourne 20 ans dans le passé. Oh, on retourne plus que 20 ans dans le passé, mon cher. Oui. Et je te remercie, tu me fais un cadeau. Nous parlons d'une des plus importantes franchises. Matakure Otonishi. Nous parlons peut-être d'une des plus grandes franchises du monde, une des plus grandes franchises japonaises, une des plus grandes franchises nippones si on exclut Godzilla. Nous parlons du masseur aveugle, sympathique, philosophe et samouraï et criminel yakuza à ses heures. Nous parlons de Zatoichi. Zatoichi, c'est 26 films et 100 épisodes de série télé, un remake et 2 pièces de théâtre. Et on va vous synthétiser ça en 1 heure. À la semaine prochaine, tout le monde, on va aller écouter Buck 65 parce que, c'est le fun, puis ça fit. Et, la semaine prochaine, plus de cinéma et plus d'antiquaire. Bonne année 2008 Bonne année, tous. On vous souhaite une belle année cinématographique.